Nous allons passer donc à la dernière intervention, qui est la mise en valeur des centres anciens denses par la requalification de l'habitat. Et Jessica Brouard-Masson, qui est directrice des études et des politiques publiques à l'ANA, va nous parler de différents projets, va nous expliquer comment on doit respecter ou on respecte les contraintes patrimoniales et les aides aux travaux qui existent et les différents financements possibles. Voilà. Sachant qu'on est quasiment à la fin de l'après-midi, on se donne, on se prend. C'est 18 heures. Hein. Ok, ça marche. C'est surtout par rapport aux horaires de train ou. Ce serait bien si vous pouviez tenir jusqu'à 10 minutes. Oui, mais je passerai vite. Je passerai assez vite sur les exemples. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon support, ça. C'est la. Ah voilà. Comme ça. Pour passer, je prends celle du bas. Celle-là. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Super, merci. Oui, donc l'idée, c'était de vous parler, simplement, avant de passer sur la première diapo, l'idée est en deux temps, de vous rappeler quand même les grands principes d'intervention de l'ANA et de vous présenter quelques exemples d'opérations, notamment en RHI-Thierry. Résorption de l'habitat insalubre. Je passerai un peu plus vite sur les exemples et on pourra y revenir après si vous avez des questions. Ce que je voulais souligner et qui fait écho avec notamment la présentation précédente et peut-être celle d'avant que je n'ai pas pu voir, je suis arrivée très en retard cet après-midi, c'est tout l'enjeu du coup de pouvoir intégrer la question de l'habitat privé et notamment de l'habitat dégradé dans une approche globale et à une échelle urbaine large et pas seulement avec un traitement au logement ou à l'îlot. L'idée étant vraiment de pouvoir dézoomer et c'est ce que permettent les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain et les ORT aussi avec un certain nombre de dispositifs complémentaires aux OPA-RU. Donc simplement par rapport à ces OPA-RU, ici pour souligner justement tout l'intérêt de pouvoir faire ce travail à une échelle plus macro et qui permet aussi de se reposer les questions des aménités et de l'habitabilité en fait de ces quartiers-là et ça permet de pouvoir réfléchir sur des aérations d'îlots, sur des respirations, de pouvoir réfléchir aussi sur des reconfigurations de plusieurs immeubles en même temps pour retravailler aussi l'habitabilité des logements et de pouvoir apporter des logements qui répondent mieux aux attentes d'aujourd'hui. Monsieur Mallet l'exprimait tout à l'heure sur ce que peuvent rechercher les ménages aujourd'hui, une place de parking, un espace extérieur, un balcon, un jardin et toutes ces tous ces conforts modernes, on doit pouvoir les trouver et les offrir dans les centres anciens, dans des quartiers qui sont aujourd'hui finalement très denses, pour pouvoir redonner de l'attractivité à ces quartiers-là. Là, une diapo pour récapituler l'ensemble des aides aux travaux que l'ANA apporte. Ah, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Je suis sortie de la projection. Merci. Avec du coup un panel d'aides qui va des aides individuelles directement aux propriétaires privés pour financer les travaux d'amélioration de l'habitat qui peuvent être des travaux soit de rénovation énergétique, soit de traitement de l'habitat insalubre. On intervient aussi sur l'autonomie, sur l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, qui sont des aides versées directement aux propriétaires, mais on a aussi tout un panel d'aides
aux collectivités, mais aussi à un certain nombre d'opérateurs, et notamment ces deux dispositifs-là, qui sont des dispositifs qui existent aujourd'hui, mais dans le cadre desquels le champ des bénéficiaires des aides ANA est assez fermé, et en fait on a eu un décret au mois de mai qui nous permet d'ouvrir les aides ANA dans le cadre de ces dispositifs à des opérateurs publics et parapublics, notamment les bailleurs sociaux, des SEM, des SPL. Donc nous n'avons pas encore complètement abouti à la mise en œuvre de ces dispositifs, et cela devrait l'être d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine. À savoir que si on reprend l'exemple de l'opération précédente, avec ces dispositifs-là, on peut faire du portage de la vente et de la vente d'immeubles à rénover. La vente d'immeubles à rénover, c'est un équivalent de VEFA, mais pour le parc ancien, tandis que le dispositif d'intervention immobilière et foncière, là, on va plutôt être sur du portage sur une durée un peu plus longue. L'idée, c'est pas de vendre, de mettre les logements en vente immédiatement après la réhabilitation, c'est plutôt de faire du portage en location pendant une certaine durée autour de 9 ans, pour une fois que le quartier a retrouvé une attractivité, a retrouvé un certain dynamisme, pouvoir après passer sur de la vente. Et on a les aides RHI Tirori. Alors dans une slide d'après, je vous dirai exactement ce que veut dire Tirori parce que je n'arrive jamais à m'en souvenir, qui permettent d'accompagner les collectivités sur le financement des déficits d'opérations de recyclage foncier, donc qui est la première étape avant l'intervention effectivement de réhabilitation des logements. Du coup, on accompagne les collectivités sur la résorption de l'habitat insalubre avec ces dispositifs-là. Voilà. Donc la Tirori, alors, je vais vous non, je l'ai pas dans ce diapo-là. J'arrive plus à me souvenir de ce que signifient toutes les lettres. L'idée sur ces dispositifs RHI et Tirori est de pouvoir traiter l'habitat très dégradé, du coup dans ces approches de projets urbains d'ensemble. Et ce sont des dispositifs qui sont des dispositifs plutôt coercitifs, où on va avoir besoin d'une maîtrise foncière de la part de la collectivité, du coup qui passe très souvent par des déclarations d'utilité publique et un certain nombre de procédures d'arrêté, soit d'insalubrité, soit de péril, qui permettent après d'engager les travaux, et puis qui vont conditionner aussi côté ANA les taux de financement pour la RHI qui correspond aux situations les plus catastrophiques entre guillemets. On est à 70% du déficit d'opération quand on est sur de la RHI. Quand on est sur de l'habitat, de la salubrité remédiable, on est à 40%. Voilà. Et du coup, après, j'ai quelques exemples à vous montrer. Je commence par Château-Thierry, qui est assez intéressant. En fait, c'est une ville où on a beaucoup il y a beaucoup d'opérations qui ont été présentées à la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne. J'ai oublié de préciser que les aides de l'ANA en RHI Tirori sont présentées à la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne avant acceptation des dossiers. Et sur Château-Thierry, donc on a une société d'économie mixte qui intervient sur l'ensemble du département et qui accompagne cette collectivité depuis un certain temps, et où on a du coup eu alors là la lumière est un peu forte pour pouvoir bien voir, mais du coup il y a bien eu identification d'un périmètre assez large avec les îlots dégradés identifiés et puis les différents périmètres d'intervention repérés.
et avec des opérations extrêmement intéressantes. Et on voit que sur ces opérations de RHI Tirori, vraiment la démarche, c'est de rechercher une dédensification et d'apporter plus de respiration, plus de et plus d'aménités aussi aux logements qui sont proposés. Ça, c'est un exemple sur un autre îlot. Et on voit ici que l'opérateur a travaillé sur les balcons, sur les cours intérieurs, et on voit que là, on arrive à répondre aussi aux aspirations actuelles des ménages. Là, on est à Sisteron avec du coup un travail dans le cadre d'un programme d'intérêt général spécifique à la lutte contre l'habitat indigne et des repérages du coup d'immeubles qui ont été établis. Et du coup, là, voilà, de la même façon, on voit que on retravaille vraiment sur les espaces, sur les plateaux, pour redonner de l'habitabilité à ces logements et à ce patrimoine ancien. Donc ça, c'est Sisteron. Là, on est à Saint-Étienne. Donc là où on est sur de la Tirori, donc on est sur de l'habitat, de l'insalubrité remédiable, avec une expérimentation menée par l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, qui préfigure en quelque sorte les dispositifs sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui, sur les dispositifs d'intervention foncière et immobilière, le marché extrêmement détendu sur Saint-Étienne, et du coup l'EPAS a testé ces dispositifs qui permettent vraiment de faire du portage, de redonner de l'attractivité. De redonner de l'attractivité au quartier. On n'a pas encore complètement tous l'évaluation et tous les résultats de ces dispositifs, mais c'est déjà quand même assez concluant. Donc vous voyez ici l'opération en question avec un projet de surélévation. Donc sur le dernier étage, une surélévation en extension bois qui permet de créer des duplex et toujours dans le même esprit de mieux répondre aux attentes des ménages. Donc là, les schémas de la reconfiguration de chaque étage. Et puis voilà, après encore un exemple près du Luxembourg. Donc là, on est aussi avec l'intervention d'un EPA. Donc là, c'est Alzette Belwald, où de la même façon que sur Saint-Étienne, ils ont testé aussi, on avait une convention avec eux pour tester les dispositifs VIR et des 2IF. Et donc là, vous voyez alors celui-là, je ne le connais pas bien. Mais du coup, voilà, ça permet de voir qu'on intervient sur un certain nombre de configurations différentes. Et vous voyez là aussi que sur le choix qui a été fait, ça a été d'aérer aussi le tissu urbain. Et dernier exemple, je serais passée très très vite sur les exemples. Du coup, là, dans le nord de la France, celui-ci est assez intéressant. On est sur des maisons de ville. Avec la reconfiguration du coup assez souvent sur ce type d'opération en démolissant des annexes qui avaient pu être construites par les propriétaires précédents, de manière à pouvoir recréer des espaces extérieurs, des petits jardins, du coup qui donnent une vraie attractivité à ces logements-là, et notamment pour les familles qu'on cherche bien souvent à faire revenir dans les centres anciens. Et j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions en particulier ? Je suis allée peut-être un peu vite sur certains. Non, vous l'avez demandé, mais vous êtes allé très très vite, mais c'était assez complet, c'est vrai. Alors, avez-vous des questions à poser à l'ANA sur les financements, sur les montages ou sur les financements à venir
qui pourraient évoluer ou les règles de financement qui pourraient évoluer. On parlait beaucoup d'habitat participatif et de coopératif d'habitat en début d'après-midi. Qu'est-ce qui peut arriver, risque d'arriver? Comment tout ça? Sur l'habitat participatif, c'est aussi un champ d'expérimentation que le décret du mois de mai dernier nous ouvre. Je vous avoue que nous avons une charge de travail assez intense en ce moment à l'agence et que sur l'habitat participatif, on s'est pas encore trop penché sur le sujet. On commence à récolter un peu de l'information, mais c'est plutôt un chantier qu'on va ouvrir dans le courant de l'année prochaine. Tout à fait. Tout à fait. Sur l'habitat participatif, on n'a pas encore trop avancé. Et sur la question office foncier solidaire, côté ANA, on amorce seulement les réflexions. Bonjour, donc Diane Gallet, CGET. Je suis des régions donc Grand Est, Hauts-de-France avec beaucoup de difficultés. J'ai souvent une question qui me remonte des élus concernant les propriétaires privés qui sont très pauvres en fait. Et comment ils peuvent solliciter des aides sans avoir la possibilité d'avancer des fonds. Sur les propriétaires, alors j'ai oublié de rappeler en introduction que les aides de l'ANA aujourd'hui, en tout cas les aides directes aux travaux, nous on accompagne les publics modestes et très modestes, donc sous plafond de ressources. Pour les propriétaires très modestes, donc vraiment les plus pauvres, on a possibilité de solliciter une avance, qui n'est pas possible pour les propriétaires modestes. Mais pour les très modestes, c'est possible. Après, dans certaines régions et dans les Hauts-de-France notamment, il y a un certain nombre de structures, soit de l'économie sociale et solidaire, soit des structures associatives qui accompagnent aussi les ménages. Dans les Hauts-de-France, nous on vient de conclure un contrat d'impact social avec le réseau Eco-Habitat. Alors je ne sais plus si c'était en 2018 ou en 2017, mais on a aussi un contrat d'impact social avec la foncière Chenley, de la même façon, qui est une structure qui intervient dans les Hauts-de-France et qui accompagne les ménages très précaires. Nathalie Ferron, Ville de Dieppe. Juste un petit commentaire par rapport au dispositif VIR, pour dire que à Dieppe, notamment, via l'ASEM il y a quelques années, donc depuis 2014-2015, l'ANA accompagnait déjà les dispositifs VIR sur le territoire. On a effectivement une instruction qui date de mémoire de 2010, qui permet, dans le cadre de la VIR, l'objectif qui permettait déjà d'apporter un certain accompagnement. L'objectif aujourd'hui, qui est inscrit dans le décret et qui vient aussi directement de la loi Elan, c'est en quelque sorte de massifier la mobilisation de ces dispositifs-là. Et l'enjeu, c'était vraiment aussi de pouvoir l'ouvrir aux opérateurs publics et parapublics, EPF, EPA, SEM, SP, et surtout les bailleurs sociaux. Je fais un peu de provoque, mais j'y comprends plus rien. L'intervenant juste précédent m'a répondu pour les bailleurs, il n'y a pas d'ANA. Et j'ai bien compris en vous écoutant que c'était pas exactement comme ça. C'est pas encore exactement comme ça. Demain, si on considère que le mois de mars ou le mois d'avril 2020 est relativement proche, on pourra faire bénéficier les bailleurs sociaux des aides de l'ANA. Donc là, on est vraiment en train de construire le régime d'aide, parce que là, on est sur des opérations qui changent de notre champ d'intervention classique. Mais demain, ce sera possible. Aujourd'hui, ça l'est pas
pas, ça l'est pas encore. Là où on a des financements ANA qui peuvent aller directement à des bailleurs, plus souvent quand même à des SEM, c'est dans le cadre des opérations RHI Tirori, où là les opérateurs peuvent être, plus souvent ça va être des SEM, mais... Oui, on a quelques dossiers pour le portage foncier, exactement. Ouais. Le portage foncier et les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, ils peuvent accompagner les collectivités du coup dans ces opérations-là, et à ce titre, ils peuvent bénéficier des aides RHI Tirori. Tout à fait. Déjà. C'est déjà ça. Ce que j'ai pas pensé à dire aussi tout à l'heure quand j'ai présenté le panel d'aide, c'est que les dispositifs vente d'immeubles à rénover ou dispositifs d'intervention immobilière et foncière peuvent venir se superposer avec les aides RHI Tirori, à savoir que la RHI Tirori, on est sur la première étape sur le recyclage foncier, et qu'après avec VIR et DIF, on va intervenir sur l'étape suivante qui est vraiment sur l'étape de reconfiguration des plateaux, la réhabilitation des logements. Du coup, on pourra cumuler plusieurs dispositifs ANA. Bien. Y a-t-il encore une dernière question? Sinon, nous allons clore. Non. Bon, écoutez, je remercie les intervenants pour nous avoir présenté leurs opérations, et puis la salle qui a posé des questions pour tous ces échanges, les uns qui ont profité aux autres. Et puis je voulais remercier, ce que j'oublie à chaque fois, parce que qu'est-ce qui est derrière tous ces forums? C'est Florentin Cornet, qui nous montre tous ces forums. C'est lui qui vous a au téléphone pour préparer en fonction de vos attentes. Voilà. Et je vous donne rendez-vous donc dans un mois. Donc là, je crois que c'est le 12 décembre, c'est ça? Le 12 décembre pour le prochain forum qui est l'urbanisme transitoire. Alors tout le monde s'interrogeait, l'urbanisme transitoire, qu'est-ce que c'est? Nous, on l'a pris sous l'angle d'un outil pour amorcer le projet. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir.